quand on utilise le vélo, il y a forcément un thème qui revient systématiquement, c'est celui du vol. Dans une des études que vous avez faites, alors il y avait une ancienne étude qui parlait de 400 000 vols en France. Dans une étude que vous avez faite, vous parlez, vous, entre 350 et 580 000 vols par an en France, c'est des estimations. Est-ce qu'on sait d'abord ce que sont ces vols? Est-ce que c'est un trafic organisé? Est-ce que c'est de la petite délinquance simplement comme ça? Quelle politique publique on peut mettre en place pour réduire les vols et faire que les gens aient envie d'utiliser leur vélo? Alors déjà, vous avez raison, la réalité et la crainte par anticipation des vols font partie des freins majeurs pour le développement de l'usage du vélo, notamment des gens qui habitent en petite surface, dans les grandes villes, au 4e ou 5e étage sans ascenseur. C'est sûr que monter son vélo 2 fois par jour, c'est pas envisageable. Et le laisser dehors, c'est vraiment l'exposer à un risque de vol. Donc, par rapport à ça, premièrement, c'est réellement un frein, et y compris un frein psychologique, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas passer le pas parce qu'ils ont peur, pas parce qu'ils se sont fait voler un vélo, mais parce qu'ils ont peur de s'en faire voler un. Et par rapport à la typologie des vols, il y a de tout. C'est-à-dire que vous avez à la fois du vol organisé, une mafia internationale, notamment ciblée sur le haut de gamme, sur les vélos à assistance électrique, et où il y a vraiment, où ça part à l'étranger et où il y a vraiment des filières qu'il faudrait démanteler, donc ils sont très organisés. Vous avez aussi du petit vol d'opportunité où la personne maquille un peu le vélo, attend quelques mois, le revend dans une autre ville sur le bon coin, et ça va jusque la personne qui rentre de soirée, qui vole un vélo pour rentrer chez elle et qui l'abandonne dans les buissons quelques mètres plus loin. Donc il y a vraiment de tout. Les politiques publiques pour lutter contre le vol et contre le recel de vélos volés, c'est d'une part de sensibiliser les gens. C'est ce que fait la FUB en publiant chaque année des tests d'antivol. Et d'ailleurs, une des conclusions de ces tests, c'est pas forcément les antivols les plus chers qui sont les meilleurs. On peut trouver de bons rapports qualité-prix, tester les antivols, faire de la pédagogie sur la façon de les utiliser. Donc toujours attacher son vélo, dès que possible attacher et son vélo à un point fixe, le cadre à un point fixe, et la roue avant, si elle est facile à enlever, au cadre. C'est aussi éviter les endroits trop calmes, plutôt choisir les endroits passants. Mais il y a évidemment aussi de faire en sorte qu'il y ait un plan de lutte contre le vol au niveau des forces de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, moi ce que m'avait dit un ancien magistrat, il m'avait dit, vous savez, les gens ne rentrent pas dans la police pour retrouver des vélos, quoi. Ils préfèrent démanteler des trafics de drogue. Ça leur donne plus de reconnaissance. Donc je pense qu'il faut travailler sur ce qui génère de la reconnaissance auprès des membres des forces de l'ordre. Et enfin, la FUB a aussi agi là-dessus, il y a la traçabilité. Aujourd'hui, on a le FNUCI, le Fichier national unique de cycles identifiés, qui permet d'avoir la liste des propriétaires légitimes des vélos marqués. Évidemment, ça ne permet pas de lutter contre le vol. Ça permet de lutter contre le recel de vélos volés. Ça surtout permet, quand on retrouve des vélos, de savoir à qui les rendre, parce que sinon on n'arrive pas à les réattribuer. C'est-à-dire concrètement comment ça marche? C'est un identifiant? Aujourd'hui, donc vous avez un certain nombre d'opérateurs qui sont agréés par l'APIC, l'Association pour l'identification des cycles. Et donc ces opérateurs vont apposer un numéro. Et même s'il y a plusieurs opérateurs, la base des numéros est unique. C'est ça qui est bien en France. Et donc, on va, dans une base de données, mettre votre numéro et en face, votre nom, prénom, adresse, le modèle du vélo. Et donc, ça va permettre... Alors, la police n'y a pas accès pour vous mettre une amende pour mauvais stationnement ou excès de vitesse ou que sais-je. Par contre, ça permet, si votre vélo est retrouvé, de vous appeler, de vous dire « Bonne nouvelle, on a retrouvé votre vélo ». Et par ailleurs, ça vous permet de déclarer sur cette base votre vélo comme étant volé. Et ça fait que si quelqu'un essaie de me revendre votre vélo qui vous a été volé avant-hier, moi, normalement, je devrais exiger le numéro de marquage et je devrais pouvoir vérifier dans la base de données est-ce que ce vélo est déclaré volé ou non. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de pédagogie pour que
nos concitoyennes et concitoyens comprennent qu'il y a ce système-là, alors qui est obligatoire pour les vélos neufs, mais qui est évidemment pas... on n'a pas marqué tous les vélos de France et de Navarre émis avant l'obligation. Par contre, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Et ce qui est surtout recommandé, c'est quand on commet un achat d'exiger que le vélo soit marqué, et donc pour ne pas se rendre complice de recel de vélos volés. Donc si d'une part, alors, dernière chose, c'est évidemment de développer les parcs de stationnement sécurisés. Donc si on a les bons conseils pour acheter le bon antivol, pour bien l'utiliser, qu'on a des parcs de vélos sécurisés, qu'en plus on assèche le marché pour les voleurs parce que plus personne n'achète de vélos volés et que le grand banditisme international, on le démantèle et la police pourrait tout à fait utiliser des vélos à pas avec des GPS bien cachés et attendre que, non pas attraper quelqu'un la main dans le sac pendant qu'il vole un vélo, ça n'a aucun intérêt sur le démantèlement de la filière. Par contre, attendre que ça arrive dans une cache et observer tout le réseau et le démanteler. Si on faisait ces 5 choses-là, en effet, ça ferait avancer beaucoup le vélo en France. En plus, le système de marquage permet de mieux suivre le vélo, de savoir un peu quels étaient les composants initiaux, optimiser la fabrication, en tout cas chez certains manufacturiers de vélos. Oui, je pense à ça, mais il y a un reportage qui est très bien fait du Parisien vidéo de Biclou qui montre un vélo qui se fait voler dans le nord de Paris et qui le lendemain est désossé et prêt à partir, qui est dans un garage à Clichy Maroc, et qui est prêt à partir au Maroc. On voit bien que là, c'est pas simplement le vol de la petite délinquance. La journaliste a eu beaucoup de courage parce qu'elle a mis son vélo perso et elle y est allée en risquant une réaction un peu dangereuse du trafiquant. En effet, j'incite tous les auditrices, auditeurs ou personnes qui regardent en streaming vidéo d'aller voir ce reportage de l'excellente chaîne Biclou. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un intérêt croissant des forces de l'ordre sur cet aspect-là aussi, en lien avec la reconnaissance du vélo comme mode de déplacement, même si l'objet vélo a peut-être moins de valeur au sens marchande que d'autres biens, il a une valeur d'usage, c'est celle d'être ces bottes de 7 lieues qui vous permettent de vous déplacer beaucoup plus vite, sans polluer, sans faire de bruit. Et donc c'est par rapport à ça qu'il faut absolument considérer la lutte contre le vol de vélo comme une des politiques de prévention prioritaires. Et c'est vraiment très irritant quand vous êtes cycliste de vous faire voler un vélo. Et les gens qui font du vélo depuis toujours, ils vont tous vous raconter on m'a volé tel vélo, tel vélo, tel vélo. Et ça, c'est vrai que c'est même si ça ne paraît que 400 ou 500 ou 600 000 par an, pour les cyclistes qui roulent tous les jours, c'est quand même quelque chose de systématique et qui vous pourrit la vie et qui, même une étude qu'on a menée il y a quelques années, fait que au bout du premier vol, vous rachetez un autre vélo, mais d'occasion. Il faut espérer, en évitant qu'il soit issu lui-même d'un autre vol. Et deuxième vol, il y a quand même beaucoup de gens qui abandonnent la pratique. Et donc c'est vrai que là-dessus, il y a véritablement un enjeu de sens. Ce serait dommage d'avoir construit les pistes cyclables, d'avoir incité les gens à faire du vélo et qu'ils arrêtent juste parce que, ça y est, on leur a volé 3 vélos, ils en ont marre. Et les stationnements sécurisés, vous parliez des stationnements sécurisés. Effectivement, quand on va aux Pays-Bas notamment, on voit des infrastructures qui sont magnifiques, notamment dans les gares. Vous parliez d'Utrecht, mais dans toutes les grandes villes, il y a même les petites villes, il y a des superbes gares. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en France, on n'ait pas ces stationnements-là ? Est-ce que c'est juste moi qui les ai pas vus et qui sont en création aujourd'hui ? Ça semble pas très compliqué de faire des garages à vélo. Pourquoi nous, on n'a pas ces infrastructures-là ? Alors les raisons sont multiples. Alors premièrement, on en construit quand même pas mal. D'ailleurs, la FUB a un de ces programmes qui s'appelle Alvéole Plus, qui permet de cofinancer la création de parking vélo. Parce que parking vélo, il faut en créer, mais il faut qu'il soit ce qu'on appelle normatif, il faut qu'il réponde aux besoins. C'est-à-dire que les espèces de râteliers, vous savez, les trucs où on met juste la roue avant, premièrement, ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas attacher le cadre, donc on risque de nous voler tout le vélo sauf la roue avant. En plus, ça voile la roue. Donc aujourd'hui, il faut déjà, quand on crée du stationnement, il faut qu'il soit normatif, satisfaisant, il faut qu'il soit mis au bon endroit.
Et il faut aussi les dimensionner correctement. Un des points difficiles, ce sont les gares. Et en effet, les opérateurs de gares, c'est plus rentable pour eux de créer une boulangerie, sandwicherie ou d'autres services où il va y avoir un loyer qui tombe et un exploitant qui va vendre ses sandwichs et payer des loyers, plutôt que de créer du stationnement vélo où il y aura certes un abonnement annuel, mais ça ne sera pas du tout rentable. Et donc je pense qu'il est temps de rétablir aux gares leur fonction de gare et de ne pas juste penser de manière, voir ça comme un service public. Et évidemment, c'est important d'avoir de quoi manger avant le voyage ou autre, mais à un moment, la course à la rentabilité ne peut pas primer sur la transition écologique et sur le fait de pouvoir remplacer des trajets longs en voiture par des trajets combinés vélo plus train. Aujourd'hui, c'est le type de déplacement sur lesquels il y a et sur le plan du pouvoir d'achat et sur le plan environnemental, à la fois gaz à effet de serre et autres, où il y a le plus à gagner. Ce n'est pas vos petits trajets en ville. C'est quand quelqu'un qui habite dans la banlieue de Saintes et qui travaille à Cognac peut, grâce au parking sécurisé de la gare de Saintes, faire son premier trajet à vélo, laisser son vélo dans le parking sécurisé, prendre le TER et à la gare de Cognac louer un vélo Modalis et rejoindre son employeur à Cognac, c'est là qu'on aura supprimé tous les jours un trajet de 60 km en voiture. Et là ça commence à faire. Et donc, en effet, du coup, le stationnement, est particulièrement en gare et dans les immeubles d'habitat collectif, ce sont les deux endroits où il faut dégager de la place pour le faire. C'est difficile, parce que quand un immeuble a été conçu sans, c'est difficile, surtout que même en zone dense, on ne peut pas supprimer c'est interdit par la loi de supprimer des mètres carrés habitables. Si on veut remplacer par exemple une ancienne loge de concierge par du stationnement vélo, faut recréer des mètres carrés autre part. Enfin, c'est la loi sur les zones d'habitat attendues, et c'est sans doute très pertinent. Dans les gares, il y a cette question de rentabilité. Et donc, en effet, aujourd'hui, on n'est pas du tout à l'échelle. Que ce soit au niveau des gares, que ce soit au niveau de l'habitat collectif, on est en train d'acquérir une expérience et on a des opérateurs dans la filière économique vélo qui sont performants et qui exportent. Par contre, on n'est pas du tout encore à l'échelle de massification qu'il faudrait pour qu'il y ait un changement systémique. C'est pareil sur les grands événements sportifs et culturels. Ce serait idéal de pouvoir venir à vélo, d'éviter la cohue dans les transports en commun, d'éviter de se garer à je ne sais combien de kilomètres et de marcher ensuite. Mais c'est plutôt l'exception, les événements sportifs ou culturels, où vous avez du stationnement, quitte à ce qu'il soit provisoire, un peu gardienné ou supervisé. Voilà. Donc la problématique du stationnement, elle est clé, et en effet, c'est une des choses qu'on ne voit pas en première instance, mais c'est un peu caché aux Pays-Bas, beaucoup moins visible que les pistes cyclables. Mais s'il n'y avait que les pistes cyclables sans stationnement, c'est sûr que ça ne marcherait pas.